Bonsoir à tous et à toutes. Les titres de l'actualité à la une. Le monde a célébré aujourd'hui, 1er décembre, la journée de lutte contre le VIH-Sida. La célébration est mise à profit pour multiplier les campagnes de sensibilisation sur la nécessité du dépistage. Visite de terrain du ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme. Le ministre Thierno Ousmane s'est rendu dans les établissements hôteliers de la capitale pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours. Et puis la communauté musulmane à travers le monde a célébré hier nuit la fête de Maouloud ou la naissance du prophète. Vous aurez les échos dans certaines mosquées avec nos reporters Gamo Kaba et Mikini Moussa Kamara. Voilà pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est l'occasion à travers le monde de faire des plaidoyers pour intensifier les campagnes d'information sur la maladie, de garantir l'accès à la prise en charge, mais aussi de sensibiliser les populations par rapport au dépistage. En Guinée, la maladie est de type généralisé avec un taux de prévalence de 1,7%. On fait le point avec Hadi Kamara. C'est une journée initiée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en abrégé, et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont menées par les acteurs évoluant dans ce secteur. En Guinée, le CNLS a réussi à mettre en place des sites, des structures et des infrastructures capables de faciliter le dépistage, la prise en charge et le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH-Sida. Quand une personne accepte de se faire dépister et accepte de prendre ses médicaments régulièrement, dans l'intervalle de 3 à 5 ans, si vous faites la charge virale sur cette personne, vous ne trouverez plus de virus. Cela veut dire aussi que cette personne ne représente plus un risque pour la société. Ça veut dire que le risque que cette personne contamine une personne saine est faible. Aujourd'hui, plus de 36 millions de personnes vivent avec le virus du sida dans le monde. Ceci étant, il est temps d'améliorer le traitement antirétroviral, garantir l'accès aux droits et aux soins et combattre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. La Journée internationale du sida nous offre ainsi l'opportunité de se souvenir du passé, de projeter le futur et de réaffirmer notre soutien à la réalisation de l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida dans le cadre des objectifs de développement durable. Le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable et notamment l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 si le droit à la santé n'est pas réalisé pour tous. Le thème donc de la journée mondiale du sida de cette année, droit à la santé, reste d'actualité. Pour gagner ce pari, il faut une solidarité internationale. Et le Premier ministre Mamadi Yula s'inscrit dans cette dynamique tout en rappelant ici l'engagement de son gouvernement à redoubler d'efforts pour endiguer ce fléau en Guinée. Si de nos jours des résultats encourageants sont enregistrés, il n'en reste pas moins que la bataille contre le sida est loin d'être gagnée. C'est pourquoi il n'est pas inutile de rappeler que l'implication effective et responsable de tous et de chacun à travers des actions coordonnées demeure encore aujourd'hui un impératif. À travers l'engagement de nos services et l'appui de nos partenaires, le mécanisme de riposte dans notre pays figure au rang des priorités du gouvernement de la Troisième République pour une Guinée sans sida à l'horizon 2020. Gouvernement, institutions, partenaires techniques et financiers, réseaux, ONG et autres associations ont montré ici ce matin que l'on doit accroître la visibilité autour de la nécessité de prévenir cette pandémie à travers des campagnes de sensibilisation.
Direction la Lagune Ébriée en Côte d'Ivoire pour suivre les échos de la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, une plateforme d'échange d'expériences où le savoir-faire des producteurs guinéens s'est distingué dans le domaine de l'innovation. C'est une action qui vise à promouvoir les cultures d'exportation génératrices de devises afin de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Fodé Kamara, Mohamed Achassila, envoyé spéciaux. Les rives de la Lagune Ébriée, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan s'impose de plus en plus comme une biennale incontournable des acteurs du développement rural. Un parc d'attractions à l'image de cette race bovine très majestueuse où la Guinée commence à imposer sa marque de fabrique, surtout en matière d'innovation. Dans la commune urbaine de Port-Boué, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'apparente à une véritable jungle. Les produits forestiers sont exhibés fièrement dans les stands de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, deux pays voisins à l'agroécologie semblable qui développent un nouvel axe de coopération pour la valorisation des cultures d'exportation comme le café, le cacao, le palmier à huile, l'EVA et la noix de cajou. Nous avons vu ici que la transformation de l'anacarde peut apporter la richesse, pour créer la richesse sur nous. Nous avons l'anacarde en pommade, nous avons vu l'anacarde même en pâte pour faire la sauce d'anacarde. C'est très important. Ce sont des technologies que nous allons transférer sur nous, c'est-à-dire le savoir-faire, pour que réellement la richesse soit créée à travers nos produits, pas l'anacarde seulement, tous les produits. Dans le cas de la CEDEAO au niveau des WAP, nous allons mettre en place des groupes d'intérêt économique, nous allons mettre des plateformes et des ESOP pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Dans ce nouvel élan de valorisation des cultures d'exportation, le café Ziama est en train de se frayer le chemin. La qualité de ce produit agricole, acidulé et aromatique, est due à son origine, le massif montagneux de Ziama, dans la préfecture de Macenta. Nous avons transmis la démarche d'indication géographique du café Ziama qui a permis à des petits producteurs de se hisser à un certain niveau. Comme le café Ziama, très remarqué récemment au Salon de l'agriculture de Paris, les produits dérivés du palmier à huile et de l'EVA, de la Sogipa, sont aussi sortis de la forêt de Guéké. Chez nous, nous avons nos méthodes de traitement de caoutchouc que je connais mieux et l'huile est de très bonne qualité. Nous avon l'ananas que j'ai vu qui a un goût excellent. Je pense que des innovations vont venir de ce côté à force de voir les autres, par exemple le fonio qu'on a est de qualité. Avec son concept de colline écologique qui protège l'environnement, la société guinéenne de palmier à huile et d'EVA s'inscrit dans la dynamique de la thématique du SARA 2017, à savoir la transformation structurelle de l'économie agricole face aux enjeux climatiques. Consommons ce que nous produisons pour encourager nos cultivateurs. De retour en Guinée, à Sumbakolo, nous sommes dans la préfecture de Mamou. C'est la fin du calvaire pour les producteurs dans l'évacuation de leurs condiments. Une société marocaine s'engage à acheter sur place ces produits cultivés par les groupements agricoles de la localité. Ça s'appelle de l'agrobusiness, suivant la signature du contrat dans ce reportage de Abdul Karim Kamara. À Sumbalako, préfecture de Mamou, l'horizon se dégage pour les cultivateurs. Désormais, certains produits de la localité seront vendus au-delà des frontières guinéennes. C'est la conséquence heureuse de cette signature de convention entre la Guinée et le royaume chérifiant. Le contrat porte sur la vente du poivron et du gingembre cultivés par les 88 groupements agricoles de Sumbalako. La société marocaine Interol va acheter la totalité de la production guinéenne. Venu pour développer la culture du gingembre et du paprika dans notre pays bien adoré de la Guinée. On souhaiterait que cette culture se développe. Donc eux, ils ont une sécurité au niveau de la vente et nous, on a une sécurité au niveau de l'achat. Ils travaillent avec presque du monde entier, donc quelles que soient les quantités, ils sont leur usine pour transformer les gingembre et les piments sur place. Donc à la longue, je pense même ils vont installer une usine de cette transformation en Guinée ici. C'est un accompagnement des organisations du secteur de l'agrobusiness.
L'appui organisationnel et institutionnel est assuré par le projet d'appui aux PME financé par la Banque mondiale. Nous avons aussi signé une convention pour accompagner le groupement, pour améliorer la productivité, pour atteindre certains standards de qualité. Aujourd'hui, nous arrivons à signer cette convention. Ça veut dire que l'objectif majeur du projet est atteint. C'est celui d'aider nos groupements paysans, les structures de production à mieux, disons, s'articuler avec la nouvelle donne du marché, puisque ça va leur permettre d'augmenter leur production, donc de pouvoir avoir des revenus substantiels. L'augmentation des zones cultivables, parce que plus ils vont pouvoir écouler leurs produits, plus ils vont produire. Depuis 70 ans, la société Interhall exporte du poivron et des produits aléo-résineux. Sur le projet de Sumbalako, un consultant est recruté pour la mise en place de la chaîne de valeur des produits maraîchers. Lutte contre l'immigration clandestine, on en parle encore. Une synergie d'action s'installe entre l'Union européenne et l'État guinéen. Le partenariat entend offrir des opportunités économiques et des emplois aux jeunes afin de freiner l'immigration clandestine. Une occasion pour le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat local. Explication Diallo Falilo. Pour freiner les flux migratoires, l'Union européenne, à travers le fonds fiduciaire, compte promouvoir les cultures d'exportation en Guinée. Des missions d'évaluation des zones d'intervention ont été déjà effectuées dans certaines localités du pays. Et les experts viennent débattre du sujet avec les responsables du ministère du Commerce. Discuter, notamment à la lumière des récents événements qui se sont passés en Libye, comment ce programme Intégra pourrait en fait donc lutter contre ces migrations irrégulières de jeunes Guinéens vers l'Europe en leur offrant des opportunités économiques ici donc en termes d'emploi en Guinée, et ensuite donc répondre aussi aux objectifs du plan national de développement économique et social, comme vous le savez, qui a été présenté à Paris il y a quelques jours. Cette initiative cadre bien avec la volonté du gouvernement, qui est celle d'encourager l'entrepreneuriat local. À travers les images, à travers les clichés, à travers les informations, de la débandade, s'il faut même, du calvaire de nos jeunes, de nos parents, au niveau du Maghreb et de la Méditerranée, et que cette mission vienne pour nous annoncer finalement des activités de blocage d'un programme qui va faire en sorte que nos jeunes restent ici, nos jeunes trouvent des opportunités d'emploi, des opportunités pour s'épanouir. Je crois que c'est une très bonne chose. À travers ce nouveau cadre de coopération Guinée-Union européenne, la promotion des initiatives locales est désormais mise en branle pour le bonheur de la couche juvénile. En déplacement, le ministre du Tourisme a visité certains établissements hôteliers de la capitale. En plus de son potentiel touristique et varié, le pays dispose aujourd'hui d'importants complexes hôteliers. Objectif, faire de la Guinée une destination touristique. Lancé Koulibaly sous les pas du ministre. L'hôtel Kaloum a constitué la première étape de la visite du ministre du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. À ce niveau, les travaux sont exécutés à plus de 80%, même s'il y a retard par rapport au délai contractuel. Toutefois, la délégation ministérielle a constaté avec satisfaction la qualité des installations de ce réceptif hôtelier 5 étoiles d'une capacité de 315 chambres et 40 appartements. Les travaux avancent, évidemment. J'avais souhaité que ça finisse maintenant, mais il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut. La qualité du travail, ça n'a rien à dire. C'est super, ça va être un hôtel de luxe. Je serais heureux de constater que Conakry sera doté de capacités hôtelières qui vont du luxe au plus simple. Deuxième étape de cette visite, l'hôtel Onomo à la corniche sud de Conakry. Avec ses 123 chambres opérationnelles et ses 32 appartements, ce réceptif hôtelier 3 étoiles impressionne déjà le visiteur par la qualité de ses commodités. Il rentre dans une phase de pré-ouverture qui signifie tout simplement que le personnel de l'établissement doit pouvoir s'adapter à l'équipement, à l'installation et au bâtiment.
cette période d'adaptation, pour nous, est appelée la préouverture. Donc, dans cette préouverture, nous avons encore le bénéfice de tolérance sur certains détails. La particularité de cet hôtel, c'est que c'est un hôtel 3 étoiles économique et qui répond à un besoin énorme de la sous-région en général et de la Guinée en particulier. Cette phase de préouverture permet au personnel exploitant de se familiariser avec les installations. Je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai vu. On a un jardin, on a une vue sur mer, exceptionnellement nous avons un hôtel où chaque chambre a son atout. Si certaines chambres ont comme atout la vue sur mer, ce qui est très important, il y a d'autres chambres qui se trouvent de l'autre côté, derrière moi, qui ont une vue sur le jardin du 2 octobre. À travers ce foisonnement d'hôtels dans le pays, le gouvernement entend booster ce secteur pour promouvoir la destination Guinée. Zoom à présent sur les préparatifs des élections locales. Les jeunes sont mis à l'épreuve par les institutions internationales. Des partenaires de la Guinée comme NDI sollicitent une forte mobilisation de la couche juvénile dans l'organisation des prochaines élections locales. Reportage signé Guéné Yansani. À quelques mois des élections locales, le NDI et le Forum des jeunes des partis politiques s'investissent pour la mobilisation de la jeunesse en vue de leur participation au processus. Ici, les comités des jeunes des partis politiques sont informés de la nécessité de s'impliquer dans les prochaines élections locales. Nous ne voulons plus être le supporter qui, du haut de la tribune, observe le match se jouer et applaudir. Nous voulons aujourd'hui être ce joueur qui fait gagner son équipe sur le terrain. Raison pour laquelle aujourd'hui, en tant que jeunes des partis politiques, de la société civile, on s'est donné rendez-vous pour échanger, pour voir dans quelle mesure nous allons faire des synergies d'action pour amener nos partis politiques ou pour amener la société qui vient à accepter des candidatures jeunes pour ces élections. Le rendez-vous des prochaines élections locales ne doit pas être manqué par ces jeunes. C'est dans ce cadre que le NDI est pris de la volonté ferme d'accompagner les jeunes, mais aussi les femmes, les jeunes femmes, à participer activement au processus politique et à assumer leur leadership politique, à encourager cette initiative de FONAGEP, du Forum des jeunes des partis politiques, élargie aux potentiels candidats indépendants pour leur donner les outils et les rudiments qui leur permettront de s'apprêter activement pour être candidats. En Guinée, la jeunesse représente 74% de la population selon le recensement général de 2014. Un chiffre qui en dit long sur la nécessité de la participation de la jeunesse à la gestion de la chose publique. Je suis content de savoir que les institutions internationales accompagnent le processus, parce qu'ici ils ont réuni les jeunes des partis politiques et les jeunes candidats indépendants autour de la table pour leur expliquer les avantages de candidature jeune, mais aussi les inconvénients et voilà tout ce qui peut être problèmes et avantages des processus électoraux. J'ai constaté que les femmes surtout ne sont pas du tout représentées. Donc j'encourage les femmes pour se présenter pour en faire développer la commune. Au terme des échanges entre ces jeunes et les partenaires impliqués dans le processus électoral, un mémorandum relatif à la candidature des jeunes aux élections communales a été adopté. Le document évoque plusieurs motifs qui soutiennent la candidature des jeunes. Emploi jeunes, plus de 100 jeunes vont bénéficier du programme des bourses numériques. Il s'agit des formations en informatique pour une durée de 3 mois, une initiative présidentielle pour lutter contre le chômage des jeunes tout en favorisant leur employabilité. C'est la ville d'Alumine de Fria qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement de ce programme. Mamadi Gassama. C'est la cité d'Alumine de Fria qui est choisie pour le démarrage de ce programme. 1000 jeunes, ici de divers secteurs d'activité, sont initiés à l'outil informatique et bénéficient ainsi de cette bourse numérique.
Une formation de 3 mois pour booster les compétences des bénéficiaires. C'est une opportunité pour nous, les Friakas, de suivre des formations de ce genre. Donc, je remercie les initiateurs, je remercie le professeur Alpha Condé. Il s'agit d'un programme pilote qui va s'étendre sur plusieurs localités de la ville de Fria et la capitale Conakry. Des milliers de jeunes sont concernés pour accroître leur employabilité et s'inscrire dans la révolution numérique. Ici, dans la cité de la Lumine, le projet est soutenu par tous les mouvements de jeunes. Fria est considéré aujourd'hui comme étant une pépinière pour cette première tranche. Donc il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues avec des cabinets internationaux avec qui nous sommes en contact pour des séries de formations à la recherche de l'emploi, le leadership et puis mettre en place certains projets de développement durable. Cette initiative présidentielle est portée par un mouvement de soutien au chef de l'État et à la poursuite de son programme de développement. Le choix de Fria pour son lancement est l'illustration de l'espoir qui renaît progressivement dans cette cité. Il est important qu'à l'approche de l'ouverture de l'usine qui a déjà démarré, que les jeunes de Fria soient dans un cadre compétitif pour décrocher un premier emploi. C'est pourquoi on a décidé d'initier cette première étape de cette formation en accordant des bourses numériques à ces jeunes pour leur apprendre, les réinitier et renforcer leurs capacités dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. 3 groupes pédagogiques sont formés et vont se relayer sur les différents thèmes en relation avec l'économie numérique. L'objectif de ce programme est de lutter contre le chômage. C'est plus de 1000 jeunes qui sont concernés par ce programme. Cette autre formation est destinée aux jeunes inspecteurs d'État. C'est pour répondre à la demande face à la réforme des institutions engagées par le gouvernement. Un programme appuyé par les partenaires techniques et la coopération Sud-Sud. Compte rendu Habib Kiam. 600 postulants, 17 retenus et une seule femme pour assurer l'exercice difficile d'inspection d'État. Par rapport au travail de contrôle qui m'attend, j'ai beaucoup à apprendre. Parce que le métier de l'inspection, de contrôle, signifie que le contrôleur a beaucoup plus de connaissances que le contrôlé. Un défi que partagent les collègues de Mariam. Avec elle, il découvre l'expérience sénégalaise en matière d'inspection d'État. Pendant 5 jours, nous avons suivi avec une attention particulière les brillantes innovations de nos frères et amis du Bureau de vérificateur général du Sénégal sur les méthodes de contrôle, l'audit, les marchés publics, les collectivités locales et d'autres questions portant sur la conduite à tenir par les inspecteurs d'État. L'inspection d'État est un service stratégique sous l'autorité directe du chef de l'État. Son fonctionnement requiert une formation appropriée, axée notamment sur les instruments de contrôle de l'action publique. Aux côtés de l'État, Expertise France mène cette réforme institutionnelle. Expertise France, suite à son projet Récor qu'il a mis en œuvre à partir de 2013, il me semble, a sollicité, je veux dire, les grands corps de contrôle, les 3 grands corps de contrôle, la Cour des comptes, l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances. Donc c'est un appui sur la gouvernance économique et financière pour, je veux dire, essayer de comprendre mieux les mécanismes et savoir où vont les deniers de l'État. Le président de la République peut être interpellé par un citoyen. Il peut être saisi par son Premier ministre sur une question, par un chef de département, par le directeur d'une entreprise ou par un cadre d'une entreprise qui a constaté des manquements. Lorsqu'il est saisi, il s'adresse à nous pour procéder aux vérifications. Lorsqu'il approuve les recommandations, elles deviennent des directives et l'inspection générale d'État est chargée du suivi de la mise en œuvre de ces directives. Le chemin est long. Fort de l'expérience des aînés, les nouveaux inspecteurs d'État s'engagent à intégrer les valeurs de cette formation dans leur pratique professionnelle. Akindia a fini la retraite du ministère des Mines et de la Géologie. Les travaux ont essentiellement porté sur l'adoption des documents de politique sectorielle minier élaborés par le département des Mines. La rencontre s'est soldée par l'accord d'une autre formation aux participants pour renforcer leurs connaissances sur le contenu local. Valérie Talimane, Momelamine Kaba. La gestion rationnelle des ressources du sous-sol est un défi que se fixent les autorités guinéennes à travers le ministère des Mines et de la Géologie.
L'impact est de renforcer le contenu local pour faire bénéficier les populations des revenus miniers, d'où la tenue de cette retraite de Kindia. Cette retraite a permis de faire la validation technique des documents. D'abord le projet de déclaration de politique minière, ensuite le plan de développement du secteur minier associé à cette politique minière-là, ainsi que le plan d'action opérationnelle. Donc ce sont tous les documents dans le cadre programmatique du ministère des Mines et de la Géologie pour les prochaines années qui ont fait l'objet de revues, de discussions techniques ici et de validation au niveau technique. Et nous allons maintenant porter ces documents au niveau du gouvernement pour une validation officielle afin qu'ils puissent entrer en vigueur. La fin des travaux de validation du cadre de planification du secteur des mines a permis aux participants de développer le concept de la gestion axée sur les résultats. Cette formation, elle est importante à deux niveaux. Premier niveau, c'est que c'est une formation qui permettra de faire l'arrimage entre ce qui est décliné au niveau stratégique et ce qui se fait au niveau pratique sur le terrain. Donc, il y a eu des déclinaisons au niveau des objectifs du département, et au niveau pratique, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre l'opérationnalisation doivent être outillés, formés pour pouvoir d'abord intégrer dans ce qu'ils font sur la gestion axée sur le résultat. La stratégie de gestion des projets et programmes est focalisée sur la performance et l'obtention effective des résultats. Une démarche qui devra permettre aux administrateurs au niveau local d'accroître leur performance. L'enjeu de valider ce document cadre de planification du ministère des Mines et de la Géologie est pour l'État et ses partenaires de trouver des solutions innovantes. Puisque nous parlons de contenu local, la société minière de Boké, de son côté, s'engage à respecter ce contenu local établi avec le gouvernement en procédant à l'amélioration des conditions de vie des communautés. À Kaboy, par exemple, un district de Boké, le 50e forage vient d'être mis à la disposition des populations pour un meilleur accès à l'eau potable. Mohamed Troua Kamara signe ce reportage. Dans la région de Boké, l'approvisionnement en eau potable est l'une des demandes pressantes des populations. La SMB qui évolue dans la zone veut contribuer à résoudre ce déficit d'eau en construisant des forages. C'est le 50e du genre aménagé par l'entreprise depuis 2016. On réalise ces forages-là dans le souci d'atténuer l'impact négatif de l'exploitation minière sur l'environnement, mais aussi de répondre à la demande pressante des communautés riveraines, ce qui concerne l'eau potable. Et donc ces forages-là sont réalisés avec un coût d'investissement de 3,5 milliards de nos francs. La construction de forages dans différents villages de Boké va permettre de combattre les maladies hérédiques et améliorer le quotidien des populations, surtout rurales. Donc c'est une joie pour nous, autorités. Nous avons remercié la société et nous continuons à leur dire que tout ce qu'ils sont en train de faire est en droite ligne de la politique du gouvernement du président de la République, le professeur Alpha Condé. Avant, les femmes descendaient, allaient dans les bas-fonds pour puiser de l'eau. On a aujourd'hui ce forage-là qui permet aux femmes d'avoir une eau de qualité. 6 autres forages sont en cours de réalisation dans divers villages. Des projets de construction qui accompagnent des actions de réparation de ceux défectueux. 12 ont été ainsi réparés pour venir en appui au gouvernement et satisfaire les populations. À présent, je vous amène à la découverte du génie créateur des personnes à mobilité réduite. Elle s'illustre à travers les AGR, entendez activités génératrices de revenus. C'est le cas de l'association Wakilare qui évolue dans le domaine de la cordonnerie. Le souci majeur de ses membres est d'être autonomes financièrement, mais aussi de lutter contre la mendicité des personnes vulnérables. Mohamed Kamara nous en dit plus. Wakilare, qui signifie détermination en pulaar, est le nom de cette ONG. Elle est constituée de personnes victimes d'un handicap physique. Pour les membres de Wakilare, leur état physique n'est pas une fatalité. Leur savoir-faire et créativité est exprimé au quotidien dans la cordonnerie.
Les chaussures en cuir et d'autres articles divers sont confectionnés dans cet atelier avant d'être vendus dans une boutique connue à Kaloum. Oui, les circonstances, les difficultés des handicapés. Donc l'idée est venue de créer une association et quand de créer une association, d'avoir aussi une activité que nous pouvons faire pour qu'ensemble nous luttons contre la mendicité et nous montrons aussi aux personnes, aux autorités que nous sommes des handicapés mais nous ne sommes pas des mendiants. Nous pouvons faire des activités comme des personnes valides. À travers cette activité génératrice de revenus, l'association qui regroupe une dizaine de personnes à mobilité réduite se détourne de la mendicité. Il n'y a pas de ça beaucoup, sauf les étrangers seulement. Deux fois par jour, je peux vendre 10 paires, deux fois 5, ça dépend. Deux fois, ça peut aller à 300 000 ou bien 200 000, c'est comme ça. La valorisation du talent des personnes porteuses de handicap est une préoccupation des autorités. Cet engagement est salué par les responsables en charge de la gestion de cette couche. Les personnes vivant avec un handicap sont dotées de talents remarquables dans tous les secteurs de la vie. D'aucuns pensent qu'avec le handicap, tout est fini, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas le cas. Et en majorité, la société ou les Guinéens ne savent pas réellement ce dont sont capables les personnes handicapées. La personne handicapée aussi, en tant qu'être humain, cherche à préserver sa dignité en tant qu'homme, en tant qu'humain. Le combat que mènent aujourd'hui ces personnes handicapées est de changer la perception sociale sur elles, mais aussi se faire confiance pour se prendre en charge et participer au progrès de la société. Parlant des personnes à mobilité réduite, nous allons recevoir sur ce plateau M. Mohamed Gabi. Il est le directeur national adjoint de l'action sociale. Bonsoir M. Gabi. Bonsoir madame. Pour commencer, nous venons de suivre ce journal qui porte sur le courage des personnes à mobilité réduite. Que fait votre département pour appuyer ces personnes vulnérables? Le département a la mission de mise en œuvre, de conception de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la protection, de la promotion des personnes vulnérables. Et cette politique se matérialise notamment par, avant tout, les programmes d'éducation. Nous avons deux grandes structures spécialisées. Une, c'est au profit des enfants porteurs de handicap visuel, c'est le Centre Sogui pour malvoyants. Et une autre, c'est l'école pour le sourd et malentendant de Boulbiné. C'est déjà deux acquis majeurs et au-delà de cela, il y a toute la législation que nous avons la charge vraiment d'élaborer, donc l'élaboration du projet de loi à transmettre à l'Assemblée et cette législation vise vraiment la protection et la promotion des personnes porteuses de handicap. Et nous avons vu que le 3 décembre est consacré à la journée internationale des personnes handicapées. Pourquoi cette célébration et quelle est sa portée? Deux grandes portées principales. Il y a d'abord le message de sensibilisation. Il est à noter que les personnes porteuses de handicap sont très souvent victimes de violations de droits. Donc le 3 décembre se veut correcteur de cette forme d'injustice à l'endroit de ces personnes. Il est important à ce niveau-là donc que pouvoir public, partenaires techniques, société de manière générale, mais également les personnes handicapées elles-mêmes, qu'elles réfléchissent à leur propre sort. Donc c'est une occasion qui nous est offerte pour passer le message que ces personnes-là ont droit à un certain nombre de, pas simplement de privilèges, mais il s'agit de la valorisation des droits de manière générale. Donc ce qui est attendu, c'est la sensibilisation et en deuxième position, c'est la promotion des droits. Le thème retenu cette année, c'est bien sûr la valorisation et la reconnaissance du talent des personnes handicapées. Et cette année, quelle est la particularité de l'événement? La particularité, à la différence des éditions précédentes, nous souhaitons, comme vous l'avez vu dans l'élément de reportage, c'est de mettre au cœur vraiment de l'événement la valorisation du génie créateur des personnes porteuses de handicap. Effectivement, dans le subconscient populaire, on a parfois l'impression que être porteur de handicap signifie qu'on est dépendant, qu'on est passif, qu'on est oisif. Alors ces idées reçues, il est de notre responsabilité vraiment de les combattre, de les battre en brèche.
Donc, pour cette édition, nous allons inviter toutes les personnes handicapées de Conakry, de l'intérieur du pays, développant quelques activités génératrices de revenus, que ce soit sous forme de métier, mais également dans le domaine de l'artisanat, de l'art, des sports. Pour vous, quel est l'avenir pour les personnes handicapées dans ce pays? L'avenir, c'est à notre niveau, il y a 3 éléments majeurs. Donc, première des choses, nous souhaitons maintenir les acquis. Il s'agit de la cordialité entre les organisations de protection des personnes handicapées et l'État. Ceci doit être maintenu. Deuxièmement, c'est la législation. Donc, nous sommes en phase d'élaboration d'un projet de loi visant la protection et la promotion des personnes handicapées. En dernier ressort, nous nous battons pour l'élaboration d'un programme d'autonomisation et nous sommes heureux d'affirmer vraiment que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD se bat à nos côtés pour l'élaboration de ce programme. Merci M. Gabi d'avoir répondu à notre invitation pour revenir à ce journal. Mutilation génitale féminine, la pratique s'accroît dans le pays malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires. Dans la région forestière, par exemple, on enregistre un taux élevé de l'excision. Pour réduire le phénomène, un projet est mis en marche à Guékédou. Son nom, Sauver les filles de l'excision. C'est un programme qui touche les 4 communes rurales de la préfecture. Il est financé par Plan Allemagne. Des précisions avec Aboubakar Gabi. Ouladé, CRD de Nongoa, préfecture de Guékédou. Un village où autrefois les agents de sensibilisation pour l'abandon de l'excision n'étaient pas les bienvenus. Aujourd'hui, ses habitants sont à la pointe dans le combat pour bannir cette forme de violence faite aux filles. Yolande Finda Ifono était ici une grande figure de la pratique de l'excision. Mais aujourd'hui, elle a décidé d'abandonner son couteau et devenir actrice pour un changement de comportement. Depuis quelque temps, elle réunit régulièrement les filles du village et partage des conseils de femmes loin des douleurs de l'excision. J'ai été exciseuse avant. J'organisais les cérémonies à cet effet. Mais aujourd'hui, grâce à ce projet, au lieu d'envoyer les filles en brousse pour les exciser, je les sensibilise et les éduque sur les aptitudes à adopter une fois mariées. Koliando, aussi toujours dans Nongoa, les efforts considérables sont entrepris pour préserver l'intégrité physique de la jeune fille. Autre village modèle où progressivement les mentalités changent. En ce qui concerne l'excision, nous dans la communauté on n'en parle plus. Même les mariages précoces ou forcés sont bannis ici. Nous avons dit à tout le monde que quiconque tentera de violer ces principes sera condamné parce que c'est interdit partout dans le village. Les changements observés dans ces villages constituent le résultat d'intenses campagnes de sensibilisation initiées depuis 3 ans par Plan International Guinée à travers le projet Sauvons les jeunes filles de l'excision. Lorsque l'État dit non, lorsque les lois disent non à une pratique, il faut obligatoirement l'abandonner. Donc malgré que l'excision soit une pratique traditionnelle ancrée, et les communautés nous parvenons pas quand même avec notre intervention à faire adhérer des communautés. À ce jour, nous avons près de 21 communautés et en termes de districts qui ont abandonné l'excision sur 50 dans lesquels nous intervenons. Dans les CRD de Bolondo, Wendekenema et Temsadou, le combat pour l'abandon de l'excision est en cours. Un combat mené à l'échelle nationale pour réduire le taux de 97% de filles touchées par l'excision. Troisième grand titre de ce journal, la fête du Maouloud, où la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été célébrée hier nuit à travers les mosquées de la capitale et à Bofa. En plus des prières et bénédictions, la célébration a été ponctuée par des messages de paix et de cohésion sociale. Nos reporters Moussa Mekinika et Gamo Kaba ont fait le tour de certaines mosquées. Suivez le résumé. À l'Ansanaya Barrage, dans la commune de Matoto, ils sont des centaines de fidèles musulmans à communier la date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'est une nuit du Maouloud mise à profit par la fondation El Hadj Gueriba Gabi pour la paix en collaboration avec l'association Ibadou Rahman Islam pour inviter les citoyens à l'unité et la paix dans notre pays. Les Guinéens doivent savoir, nous devons être unis
nous devons se donner la main. Nous devons lutter contre la division. Nous devons lutter contre le racisme. Et nous devons lutter contre des personnes qui nous divisent. Parce qu'en nous divisant, on ne peut pas être fort. Si Dieu a donné tout à la Guinée, si les Guinéens ne se donnent pas la main, les ressources que nous avons, ça ne peut pas être exploitable pour la Guinée. Puisque j'ai fait près de 15 fois le pèlerinage, ce que j'ai vu ici, c'est comme à la Mecque. Donc franchement, puisqu'on ne parle que de Dieu, on ne parle que de la paix, on ne parle que du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et pour aimer quelque chose, il faut la connaître. Donc la religion musulmane a pris de l'ampleur. À la Sigmadina, l'histoire de la naissance et la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont été largement expliquées lors de cette nuit de Mawouloud. Présidée par l'érudit Cheikh Ousmane Kamara, la cérémonie a réservé une bonne partie à l'invocation des noms de Dieu en faveur de la paix en Guinée. Cette fête est célébrée chaque année pour se rappeler du prophète Mohammed. J'invite les fidèles musulmans de Guinée à l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale. Cette fête est célébrée chaque année. De Tombolia à Gbessia, tout comme à Kipé, les ressortissants de Maïdiana, massivement mobilisés, ont imploré la grâce de Dieu pour la paix dans notre pays. Ici, au siège du RPG Arc-en-Ciel, les fidèles se sont réunis autour du Coran pour la paix et l'entente dans notre pays. Notre Mawlid aujourd'hui, on a dédié pour le peuple guinéen et pour la nation guinéenne, pour le progrès de le projet du président Alpha Condé, donc il a pris pour la nation. À Araponka, ce rendez-vous religieux a rassemblé les fidèles musulmans ressortissants de cette contrée, venus de tous les horizons. À la grande mosquée de Bofa, ils s'affirment en tant que citoyens et croyants pour le progrès de la nation. Durant toute la nuit, les fidèles ont manifesté leur amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le pardon divin en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Encore une fois, bonne fête de Mawlud à toute la communauté musulmane de Guinée et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez un excellent week-end. À demain.